Voilà. Et je vais vous partager. Voilà. Ça enregistre bien. C'est bon. OK. Alors, comme d'habitude, vous n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas à m'interrompre, poser une question par texte. Je suis un peu moins réactif par texte parce que j'ai mon téléphone à côté pour voir ce que vous dites. Pas très pratique, mais bon. Donc voilà, donc là, je vais essayer de vous résumer en vraiment, c'est vraiment un résumé très condensé, hein. Un petit peu comment on calcule les différents termes du premier principe et qu'est-ce qu'on en fait. Alors évidemment, selon les exercices, on ne va pas calculer forcément les mêmes termes, hein, ça peut un petit peu varier. Donc premier principe sous sa forme la plus générale, delta U égale W plus Q, hein, donc variation d'énergie interne, travail et chaleur reçue. Alors petit rappel, un petit rappel rapide, je l'ai dit dans le cours, mais les termes W et Q, bon, ainsi que delta U, mais ce sont des termes qui sont algébriques, c'est-à-dire qu'ils ont un signe. Il va compter positivement ou négativement selon que le gaz reçoit ou donne du travail ou de la chaleur à l'extérieur. Donc attention à ça, c'est une source d'erreur assez fréquente. Comment on calcule ces différents termes? Alors, si vous avez besoin de calculer delta U, la variation d'énergie interne, elle se calculera en utilisant toujours cette relation, CV delta T. Donc, ça peut être pratique de se rappeler un truc, c'est que en fait, la variation d'énergie interne, c'est la variation de température. C'est quasiment la même chose, à un facteur de proportionnalité près, qui sera pour nous toujours constant. Vous verrez quand vous ferez de la thermochimie l'an prochain, peut dépendre un peu de la température. Voilà. Mais pour nous, là, cette année, c'est toujours constant. Donc, ce sera toujours cette relation-là qu'on utilisera. Le coefficient de CV, il vous sera soit donné directement dans l'énoncé, et si vous ne voulez pas donner dans l'énoncé, c'est qu'il faut le calculer avec cette relation-là. NR sur gamma moins 1. Et alors ça, c'est valable évidemment uniquement pour un gaz parfait. Oups. Donc ça, c'est pour un gaz parfait. Pour un gaz réel, cette relation n'est plus valable, on vous donnera le CV. On ne vous demandera pas de le calculer. Et dernière petite chose, si votre système n'est pas un gaz mais un liquide ou un solide, le coefficient ici on ne l'appelle pas CV, on l'appelle C tout court parce qu'en fait vous avez vu qu'il y avait deux coefficients, il y avait CV et CP, et en fait les deux coefficients sont identiques, donc on ne fait plus la distinction. Pareil, pour un solide, il n'y a pas, cette relation-là n'est plus valable, donc le coefficient C on vous le donnera, évidemment si le but n'est pas de le calculer dans l'exercice. Voilà, donc au niveau de la variation d'énergie interne, c'est tout ce qu'il y a à retenir essentiellement. Okay, donc delta U égale CV delta T indispensable et CV égale NR sur gamma moins 1, ce sera parfois rappelé. Bon, c'est bien de le connaître à mon avis. On parlera rapidement de l'enthalpie juste après. Ensuite, au niveau des termes qui sont de l'autre côté de l'égalité, le travail W, alors évidemment, ça va englober l'ensemble des travaux qui s'appliquent sur le système. Ça veut dire que ça peut être le travail des forces de pression, mais il peut y avoir d'autres choses éventuellement. Dans l'immense majorité des cas, il y aura uniquement le travail des forces de pression. C'est pour ça qu'ici, j'ai écrit ça. Si vous avez une autre force qui travaille, vous allez avoir un troisième terme qui va se rajouter. Okay, ça nous concernera quasiment jamais. Donc, travail des forces de pression, il se calcule directement en utilisant la forme intégrale qui est ici. Donc, moins P extérieur dV ou moins P dV. Et selon, on va utiliser l'une des relations ou l'autre, selon que la transformation est soit brutale, soit quasi statique. Okay, donc ça, ce sera hyper important de repérer le caractère brutal ou quasi statique de la transformation pour savoir quelle relation on va utiliser. Vous allez voir qu'en pratique, c'est assez simple. On va faire les deux exemples juste après. Okay, donc, dans le cas quasi statique, le P qui est ici, c'est la pression du gaz. Donc, c'est quelque chose qui, a priori, peut varier au cours de la transformation, sauf si, évidemment, c'est une transformation qui est isobare à pression constante. Donc là, vous avez les différents exemples qui ont été traités en cours. Dans le cas isocore, ça fait 0 parce que ça, c'est nul. Dans le cas isotherme, si on a un gaz parfait, on va transformer la pression P avec la loi du gaz parfait en écrivant nRT sur V, et on va intégrer sur V. Et dans le cas isobar, on peut sortir la pression ici qui est constante de l'intégrale et faire le calcul directement. Dans le cas d'une transformation brutale, la plupart du temps, c'est
assez simple parce qu'on utilise cette relation-là. Et dans les transformations brutales que nous, on étudiera, pas toujours le cas, mais quasiment toujours, le Px ici, il est constant aussi. Donc, on peut le sortir de l'intégrale. Donc, c'est bien très simple. La difficulté dans ce cas brutal, en fait, ce sera de déterminer ce que c'est que ce Px. Et d'ailleurs, on va faire un petit exercice pour essayer de bien comprendre ce que c'est. Et pour finir au niveau de la chaleur reçue, il n'y a aucun calcul direct ne permet de calculer Q, en tout cas nous pour cette année. L'année prochaine, vous étudierez un petit peu les transferts thermiques et vous pourrez revenir un peu là-dessus. Mais pour nous, il n'y a pas de calcul direct. La seule chose qu'on sait, c'est que si la transformation est adiabatique, Q égale 0. Donc si vous avez dans un exercice une question qui est de calculer un transfert thermique, et bien en fait le transfert thermique il se calcule avec le premier principe. Ce sera égal à delta U moins W. Il faudra calculer ça, ça et faire la différence. C'est la seule manière qu'on ait de calculer un transfert thermique cette année. Voilà, donc ça c'est vraiment pour l'essentiel du cours. Qu'est-ce que vous allez pouvoir avoir éventuellement ensuite? Alors évidemment, il va falloir coupler ça à la loi du gaz parfait. Donc celle-là, vous la connaissez. Hein. Et donc nous, dans les exercices, on va essentiellement utiliser donc, la loi du gaz parfait et cette équation-là. Je rajoute un petit truc qui est un petit peu moins important, mais qui peut quand même servir. Vous allez l'utiliser en chimie, donc je préfère en parler. Je vais rajouter une page. Voilà. Hop. Vous avez vu dans le cours qu'on avait défini l'enthalpie. Alors, à quoi ça sert l'enthalpie? Eh bien, on l'a vu dans le cours, pour une transformation isobar, on peut écrire le premier principe sous cette forme-là. Delta H égale Q. Okay, donc, en fait, qu'est-ce qui change? Ce qui se passe, c'est que le W ici, on l'a passé de l'autre côté de l'égalité. Et pour une transformation isobar, eh bien, le delta U moins W, il est égal à ce delta H. Alors, on écrit delta H égale QP, je l'ai dit en cours. Le petit p ici, c'est pour faire référence au caractère isobar de la transformation. Okay, on pourrait écrire Q tout court, c'est juste pour se rappeler que c'est Q dans le cas isobar. Et le delta H, exactement comme le delta U tout à l'heure, il s'écrit en fonction de la température Cp delta T. Avec Cp qui s'écrit NR gamma sur gamma moins 1. Voilà. Quel est l'intérêt de ça? Eh bien, en fait, on peut ne jamais l'utiliser. On peut très bien s'en sortir avec le premier principe sous cette forme-là, sans jamais utiliser ce que je viens d'écrire. Par contre, quand c'est possible, dans le cas d'une transformation isobar, ça peut être bien d'utiliser ça, ça permet de gagner du temps de calcul. On n'a pas de calcul de travail à faire, du coup, on applique ça, on connaît CP avec cette relation-là, et donc ça fait gagner du temps. Voilà, c'est tout. Et la deuxième raison, c'est que, comme je l'ai dit, donc en chimie, en thermochimie l'an prochain, comme vous allez travailler très souvent dans des transformations qui sont isobars, parce que les béchers que vous utilisez sont ouverts sur l'atmosphère extérieure qui a une pression constante, vous allez utiliser le premier principe essentiellement sous cette forme-là. Pas que, mais la plupart du temps, ce sera sous cette forme-là. Donc c'est pour que vous voyez un petit peu d'où ça vient et que ça ne sorte pas un peu de nulle part. Voilà. Donc ça, c'est pour l'essentiel. Évidemment, il y a une partie qui est importante que je n'ai pas résumée ici. C'est la partie sur le calcul de W. Le calcul de cette intégrale-là, c'est vraiment important de savoir le faire. Et essayer de comprendre un petit peu aussi graphiquement comment on détermine le travail sur un diagramme. On va le revoir juste après dans l'exercice. Voilà. Je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur le cours. Donc c'est très rapide, mais normalement c'est suffisant. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Des choses pas claires? Oui, monsieur. Oui. J'avais une question. Mais Q, il est en quelle unité? Alors tout est en joule ici. D'accord. Tout est en joule. Donc vous voyez, juste par analyse dimensionnelle, les trois termes ici ont forcément la même dimension. W, c'est un travail, on l'a déjà rencontré en mécanique. C'est vraiment le même travail qu'en mécanique. Il n'y a pas de différence. Il était en joule. Donc tout est en joule. Ici, ce sont des énergies, donc en joule, et toutes les quantités sont algébriques. Donc positives, peuvent être positives ou négatives.
Est-ce Moi, qu'il y a j'avais une question. Oui, Elia, je t'écoute. J'avais une question par rapport à l'exercice sur le café, je crois. Oui. Café. Pourquoi delta T, on l'a pas transformé en Kelvin, enfin, pourquoi on le met pas en Kelvin? Je sais pas si je me suis trompée dans Je l'ai mis l'application en, ou je l'ai mis pas, en mais... degrés Celsius, c'est ça qui te gêne? Oui, je crois. Alors, ça, c'est un truc que j'ai abordé rapidement dans le premier chapitre. Donc, pour une température, pour un calcul de température, faire le calcul, un calcul de différence de température, faire le calcul en degrés Kelvin et en degrés Celsius, c'est pareil. Pourquoi? Parce que le passage des Celsius au Kelvin, c'est un décalage de l'échelle. En fait, on décale le 0. Le 0 degré Kelvin va correspondre à moins 273 degrés Celsius. Donc, quand on calcule la différence entre deux températures, en fait, ce décalage, il s'annule. Par exemple, si je fais un calcul delta T, je calcule 40 degrés Celsius moins 20 degrés Celsius. Bon, en Celsius, ça donne 20 degrés. Et si je le fais en Kelvin, ça fait 40 plus 273 Kelvin moins 20 plus 273 Kelvin. Et donc, quand on fait la différence, on le voit bien, le 273 ici va venir s'annuler avec celui-là à cause du décalage d'échelle. Et donc, en fait, on retrouve 40 moins 20. Donc, ça fait 20 Kelvin. Donc, une différence de température, vous pouvez la calculer en utilisant l'unité que vous souhaitez, sachant qu'en fait, un incrément d'1 degré, que ce soit dans le système Celsius ou Kelvin, c'est la même chose. En fait, ce qui change dans les deux échelles, Celsius et Kelvin, c'est pas comment ça augmente, c'est la valeur absolue. Donc la valeur prise toute seule. Ici, le 40 degrés Celsius, 42 degrés Celsius, c'est pas la même chose que 40 degrés Kelvin. Par contre, une augmentation de 40 degrés, c'est la même chose en Celsius et en Kelvin. Est-ce que c'est clair? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dans le calorimètre, par quoi sont séparés les deux liquides? Ne doit-on pas prendre en compte la chaleur absorbée par cette surface? De plus, existe-t-il des liquides pour lesquels l'expérience ne marche pas? Alors, dans le calorimètre, les liquides ne sont pas séparés l'un et l'autre. En fait, ils se sont mélangés, mais on les dessine séparés pour essayer de rendre l'expérience un petit peu plus compréhensible. Donc, je suppose, Léa, que ce à quoi tu fais référence, c'est le schéma du cours dans lequel j'ai le calorimètre ici. Donc, j'ai une boîte qui est complètement fermée et qui est complètement isolée du point de vue thermique de l'extérieur. Et j'avais représenté dans cette boîte deux liquides. Un liquide 1 à une température T1, un liquide 2 à une température T2. Je suppose que ce qui te gêne, c'est cette surface-là. Oui, c'est ça. C'est ça? Alors, il n'y a pas de surface. En fait, si tu veux, quand on fait l'expérience, qu'est-ce qu'on a? En fait, on a, dans la vraie vie, on a le calorimètre qui est là, il est ouvert au départ. On a un premier liquide à l'intérieur, mettons que c'est le liquide 2. Et puis nous, on a, je sais pas, un petit bécher ou un petit verre avec le liquide 1 ici. Ok? Et on va venir verser le liquide 1 dans le liquide 2. Et dès qu'on l'a versé, hop, on vient fermer. On attend, on mélange, hein, on attend que ça s'homogénéise, que la température ne bouge plus, puis on fait nos mesures. Ici, on le représente sous cette forme-là pour dire voilà ce qu'on a avant mélange. Donc, si tu veux, c'est juste pour représenter quel volume on a de liquide 1, quel volume on a de liquide 2, à quelle température, pour avoir clairement les deux choses qu'on va mélanger. Et puis après, on a le schéma après mélange, où on n'a plus qu'un seul liquide. Ici, liquide 1 plus 2 à la même température. Ça va? Oui, d'accord. D'accord? Donc, c'est schématique, si tu veux. Hein. Si le dessin te gêne, c'est la cause du schéma.
Et du coup, les liquides, s'ils ne se mélangent pas, on ne peut pas réaliser l'expérience. Ou par conduction, ça marche. Avec, Tu veux dire si on met de l'eau liquide non miscible, Huiléo par exemple. oui, oui, voilà. Alors, avec de liquide non miscible, ça devrait fonctionner. Ce qui risque de prendre, voilà, effectivement, comme tu le dis, par conduction. Alors, peut-être que si on mélange, on va faire une espèce d'émulsion, on va faire, enfin, le fait qu'on ait des petites gouttes de l'un qui sont en suspension dans l'autre, ça va accélérer un peu les processus thermiques. Ça va marcher quand même, ça risque de prendre un peu plus de temps, peut-être, pour que l'équilibre soit atteint. D'accord. Après, dans la pratique, j'ai jamais fait d'expérience avec de liquide non miscible, donc je ne peux pas te dire. Euh, Parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille souvent avec de l'eau, mais c'est vrai que pour des... Ouais, c'est une bonne question. Je pense que ça marche quand même, hein. Je pense pas qu'il y ait de problème, mais j'ai jamais rencontré la situation. D'accord, merci. De rien. Ensuite, on a Liam qui nous demande, pour calculer la chaleur, les relations dQ égale NCVDT plus PDV et dQ égale NCPDT moins VDP ne sont pas valables. Alors Liam, je vais écrire les relations dont tu parles. Donc, voilà cette relation-là. Bon, je prends que la première, hein. Alors, Liam, ces relations-là, on ne les utilisera jamais parce que au programme de PCSI, la thermodynamique différentielle n'est plus au programme. Donc, thermodynamique différentielle, ça veut dire quand on travaille entre deux états d'équilibre infiniment proches. Donc, nous, on utilisera le premier principe uniquement sous la forme intégrée. Et en fait, la forme intégrée de cette relation, c'est Q égale delta U moins W. Et en fait, la relation que tu m'as proposée au-dessus, en fait, c'est rien d'autre que le premier principe qu'on n'a pas écrit entre l'état de départ et l'état d'arrivée, mais entre deux des états d'équilibre infiniment proches. Et je suppose que pour calculer Q, tu utilises cette relation-là et tu l'intégrais entre l'état de départ et l'état de fin l'année dernière. Et bien, quand tu fais ça, tu obtiens ça. Donc, nous, on l'utilisera uniquement sous cette forme-là. Donc, c'est beaucoup plus simple, il y a moins de relations à apprendre, il y a moins de calcul intégral à faire, mais par contre, ça va limiter un petit peu les situations qu'on peut étudier. Il y a certaines situations qu'on ne pourra pas étudier. Donc, tes relations, ce n'est pas qu'elles ne sont pas valables, c'est qu'elles ne sont plus au programme de prépa, donc on ne les utilisera pas. Maintenant, c'est exactement comme ça qu'on faisait quand c'était encore au programme. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'ai pas compris à quoi ça correspondait exactement l'enthalpie, enfin, ce que c'est physiquement. Alors, c'est normal, c'est pas simple à comprendre. Donc, c'est le problème de la thermodynamique, c'est que vous allez voir au fur et à mesure qu'on va avancer, on va introduire de nouvelles quantités et c'est difficile de leur donner un sens concret. Donc, moi, j'ai tendance à dire que l'enthalpie, il faut essayer de le visualiser comme l'énergie interne. C'est une mesure de l'agitation thermique à l'intérieur du gaz. C'est d'autant plus vrai que, tu vois, quand tu écris la relation delta H égale Cp delta T, donc pour un gaz parfait, un H n'est fonction que de la température. On appelle ça la seconde loi de Joule. Donc en fait, tu vois, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en gros, H, c'est une mesure de la température. C'est à peu près la même chose. C'est une mesure énergétique du contenu en température du gaz. Donc c'est une mesure de l'énergie cinétique microscopique, de l'agitation. Voilà, c'est à peu près la même chose que delta U. Il y a une petite nuance entre les deux, évidemment, mais voilà, si tu dois te l'imaginer, il faut que tu t'imagines comme ça. Et ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est comment ça va évoluer au cours d'une transformation, enfin, de manière un peu qualitative. Et donc, en gros, si ton gaz se refroidit, il perd de l'enthalpie. S'il se réchauffe, il en gagne. Ça suffit largement pour interpréter ce qu'on va voir. Tu vas voir que dans le chapitre d'après, on va faire le second principe. On va introduire une nouvelle quantité qu'on appelle S, l'entropie. Alors ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui va être très difficile à interpréter. Voilà, il y a plein de manières de l'interpréter. C'est pas simple. Bon, une fois n'est pas coutume, là, on peut faire les choses sans trop comprendre. Voilà. Malheureusement, voilà. Vous allez voir que c'est pas, en fait, ce qu'on va vous demander de faire n'est pas très compliqué, mais l'interprétation de S, c'est quelque chose qui demande quand même pas mal de recul. D'accord, merci.
Y a-t-il d'autres questions? Bon, c'est bien, c'est des questions assez pertinentes que vous posez. Bon, alors je vous propose qu'on commence peut-être à faire un exercice et puis peut-être que ça soulèvera quelques questions au fur et à mesure. Donc je vais prendre le TD22 et on va commencer avec le premier exercice sur les compressions d'un gaz parfait. Donc là, ça va être vraiment l'application directe et simple du premier principe. Vous allez voir un peu comment ça se passe. Voilà. Ce sont des exercices qui sont plus simples que les applications que j'ai fait à la fin du cours. Les applications de la fin du cours, c'est des choses qu'on est obligé de faire parce qu'elles sont au programme, mais c'est clairement pas le plus simple. Exercice 1. Ok. Donc, on nous dit quoi? On a une mole d'air. Coefficient gamma égale 1,4. Le coefficient gamma, c'est ce qui donne le rapport entre le CP et le CV. Il vous sera donné. C'est CP sur CV, on l'a fait en cours. Il vous sera donné la plupart du temps. Il est uniquement fonction de l'atomicité du gaz. C'est-à-dire, est-ce qu'on a un gaz monoatomique, diatomique, triatomique, etc. etc. Et donc, pour un gaz diatomique, il vaut 1,4. Comme l'air est composé de diazote et de dioxygène, il est diatomique, donc il vaut 1,4. En fait, c'est 7/5. Bon. Pas la peine de le retenir, ce n'est pas très utile, mais vous retrouverez cette valeur numérique très souvent. Donc, il est à la pression atmosphérique, 1 bar, il a une température de 20 degrés Celsius, il est dans un cylindre fermé par un piston mobile sans masse. Et il est considéré comme un gaz parfait. Donc, on a un piston. Voilà, je vais le dessiner vertical, mais on peut le dessiner horizontal, ça ne change pas grand-chose. Pardon, on a un cylindre, excusez-moi, ça c'est le cylindre, fermé par un piston qui peut coulisser. Et ici, donc, on a une mole d'air AP0T0. Et on va lui faire subir une transformation. Alors, dans la première question, on vous dit que le cylindre permet les échanges de chaleur entre le gaz et l'atmosphère. Donc, on a l'atmosphère ici, atmosphère qui va être à une pression P0 et à une température T0. Je crois que j'ai oublié de l'indiquer d'ailleurs. Ouais, pression atmosphérique, c'est température. J'ai oublié de mettre atmosphérique ici, pardon. Donc, même pression, même température. On s'en doute bien. Dans l'état initial, notre gaz, il se met à la pression de l'atmosphère. Alors, pourquoi? Par un équilibre mécanique. Ici, vous voyez ce piston qui peut bouger. Il est soumis à quoi comme force, ce piston? Il est soumis à la force de pression du gaz qui s'exerce vers le haut. Il est soumis à la force de pression de l'atmosphère qui est ici, qui appuie dessus vers le bas. Et il est soumis éventuellement à son poids. Et ici, on dit qu'il est sans masse, donc il n'y a pas de poids. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à l'équilibre, les deux forces-là se compensent. Et comme chaque force, c'est P0 fois S, la surface du piston, on en déduit très vite que les deux pressions sont identiques. Donc pour un piston sans masse comme ça, on a l'équilibre mécanique quand les deux pressions sont égales de part et d'autre. Donc même pression et même température. Pourquoi? Parce qu'on nous dit que le cylindre, il laisse passer la chaleur. Donc si vous avez l'atmosphère ou le gaz qui est plus chaud, eh bien, il va y avoir un transfert thermique qui va s'opérer et qui va avoir tendance à venir égaliser les températures. Donc, évidemment, ici, l'atmosphère va avoir une température qu'on considère constante parce qu'elle est énorme, une quantité de matière qui est gigantesque comparée à la mole qui est enfermée ici. Donc c'est cette température-là qui va varier et qui va venir se régler sur la température T0. OK? Donc, on a des échanges de chaleur possibles et on vous dit quoi? Première question, on comprime de manière quasi statique le gaz jusqu'à la pression de 10 bars. Donc, pouf, pouf, pouf. On comprime le gaz, donc on a appuyé sur le piston. On a probablement appliqué une force ou posé une masse sur le piston. Voilà, cette force ne nous intéresse pas trop pour le moment. Et donc ici, on est à une pression P1 de 10 bars, une température T1 qu'on cherche. Et on nous demande de calculer le travail reçu par le gaz, la température finale T1. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire directement et qu'est-ce qu'on va devoir calculer? Alors, ce qu'on peut faire d'ailleurs, avant de faire ça, on va… Donc, c'est quasi statique, pardon, je vais le préciser là.
Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher les qualificatifs de la transformation. Isobar, isocore, isotherme, adiabatique. Voilà, on va regarder ce qu'on peut dire. Moi, je vais appeler ça l'état initial. Donc, vous allez voir, je vais représenter en thermo souvent les états du système comme ça. Je mets P0, T0, N. Je pourrais mettre le volume aussi, je ne vais pas le mettre ici parce qu'on n'a pas d'information. Ici, transformation quasi-statique, état final, P1, T1 et N. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'on va avoir, quelque chose qui peut paraître évident? C'est isotherme. Oui, c'est isotherme ici. Donc, les parois du récipient laissent passer la chaleur. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on va comprimer le gaz, en fait, ce qu'il va vouloir faire, c'est se réchauffer. Donc, si la température ici est plus grande que la température extérieure, il va y avoir un transfert thermique. Probablement dans ce sens-là. Donc, probablement que le gaz va donner de la chaleur à l'atmosphère. Donc, en tout cas ici, ce qu'on peut dire, c'est que T1 égale T0. Donc, on a une transformation qui est isotherme. OK? Bon. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on veut calculer? On veut calculer la pression P1. On a une transformation qui est isotherme. Alors, le problème, c'est qu'on n'a pas le volume de départ, on n'a pas le volume d'arrivée. Alors, le volume de départ, on peut le calculer avec la loi du gaz parfait, parce qu'on connaît la valeur numérique de P0, de T0 et de N. Par contre, dans l'état final, comme on ne connaît pas la pression, on ne peut pas calculer le volume. Donc ici, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir appliquer le premier principe. Donc je vais commencer par appliquer le premier principe. Et en fait, on va voir que ça ne sert pas à grand-chose dans cet exercice, dans cette question, mais ça va nous permettre de pratiquer un peu. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de différents termes? Qu'est-ce qu'on peut dire de delta U? Voilà, vous pouvez répondre par la discussion. Hein. 0, Liam. Oui, c'est ça. Effectivement, hein, je vous l'ai rappelé tout à l'heure en début de cours. Donc, delta U, c'est la même chose que delta T, hein, un facteur proportionnalité près. Comme ici, c'est isotherme, ça, c'est 0. Qu'est-ce qu'on peut dire de Q? Rien du tout. A priori, il va être non nul. Si on n'a pas d'information explicite comme quoi il n'y a pas de transfert thermique, on ne dit rien. Et W, on va le calculer de manière directe. Okay. Donc ici, par rapport à la question qu'on nous pose, la température finale, c'est 293 K. En fait, là, il n'y a aucun calcul à faire. C'est uniquement parce que les parois laissent passer la chaleur. Et le calcul du travail, il va se faire de manière directe avec le cas isotherme. On pourra en déduire la valeur de Q en utilisant le premier principe, même si ce n'est pas demandé. On va le faire quand même. Alors, le calcul du travail, je le fais rapidement, mais il est dans le cours. Hein. Donc ici, ce sera l'intégrale de moins, donc là, ce sera moins PdV. Ok, je ne mets pas P extérieur, je mets P parce qu'on a une transformation qui est quasi statique. De l'état initial à l'état final, je préciserai les bornes tout à l'heure. Et comme la transformation ne se fait pas à pression constante au cours de la compression, il va falloir transformer ça. Et donc, en utilisant la loi du gaz parfait, on va écrire que c'est N, R, T, dV sur V. N est constant. T est constant aussi, on a dit que c'était égal à T0. Et donc là, vous voyez qu'on va pouvoir sortir nRT0 de l'intégrale, on va intégrer dV sur V. Et donc on va intégrer sur le volume, entre le volume de départ, V1, et le volume d'arrivée, pardon, excusez-moi, c'est plutôt V0. V0 et le volume de fin V1. Donc moins nRT0 ln de V1 sur V0. Et là, ce n'est pas tout à fait terminé, parce que vous voyez qu'on ne connaît pas le V1, on ne connaît pas V0.